donc je disais, nous allons pouvoir commencer si tout le monde a récupéré les 3 documents. S'il y en a qui peuvent revenir, moi j'en veux bien un exemplaire aussi. Bonjour à tout le monde pour cette 2e séance de notre séminaire Pensée au présent. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, nous accueillons Hélène Merlin-Cajman. Alors je la présente en 2 mots, même si j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent ses travaux. Donc Hélène Merlin-Cajman est professeure à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Elle est spécialiste au départ de littérature française du XVIIe, même si, comme on en discutait, ces objets d'études se sont évidemment fortement étendus. Je souligne quand même qu'elle a soutenu sa thèse en son temps avec Louis Marin, qui est un philosophe qui est travaillé ici, qui est apprécié ici. Hélène Merlin-Cajman est aussi membre de l'Institut universitaire de France et elle est présidente du mouvement, c'est-à-dire du site de la revue Transition, qui est un mouvement, je dirais, actif, qui organise un séminaire notamment et qui organise surtout un site internet avec des parutions. Le concept d'ailleurs de transition est au cœur de ces travaux. On va sans doute parler aujourd'hui de transition et de transitionnalité. Alors, j'épingle quelques-unes de ces monographies parmi toutes ces publications. D'abord sur la littérature au XVIIe siècle, des travaux un peu plus anciens comme Public et littérature en France au XVIIe siècle. C'est un ouvrage qui est paru aux Belles Lettres en 1994. Ou encore L'absolutisme dans les lettres et théorie des 2 corps, Passion et politique, qui est paru chez Champion en 2000. Plus récemment, j'épingle 3 ouvrages. Lire dans la gueule du loup, Essai sur une zone à défendre, la littérature, qui est paru chez Gallimard en 2016. L'animal ensorcelé, traumatisme, littérature, transitionnalité, ça nous amène progressivement à nos objets, donc qui est paru en 2016. Et le plus récent, c'est donc celui-ci, que vous avez peut-être eu l'occasion de lire, La littérature à l'heure de MeToo, publié en 2020. Cet essai est particulièrement, je dirais, à l'origine de notre invitation dans le cadre de ce séminaire, puisqu'elle va exposer ces enjeux aujourd'hui. Hélène Merlin-Cajman répond avec beaucoup de sérieux, et je dois dire, j'ai trouvé beaucoup de patience, à force d'un travail à la fois philologique et théorique et conceptuel précis, au signataire d'un manifeste, Voir le viol, à propos d'une affaire autour d'un poème d'André Chénier mis au programme au cours de l'agrégation. Au-delà des enjeux de cette affaire stricto sensu, elle démontre que la littérature, le jugement esthétique qu'elle entraîne, c'est-à-dire l'acte de lecture, est l'affaire d'un libre jeu dans lequel les parties qui s'y engagent font bien de se rappeler qu'il doit y avoir du jeu, justement, qu'il ne s'agit pas d'y coller à la lettre. Donc je pense que ce sont des choses sur lesquelles on va revenir aujourd'hui. Vous avez vu que dans les exempliers que vous avez reçus, il y a notamment ce poème d'André Chénier dont je parlais, qui est au cœur du sujet. Voilà, donc je vous laisse la parole, Hélène Merlin-Cajman, en vous remerciant évidemment d'avoir accepté notre invitation, d'être venue jusqu'ici. Donc la communication que vous nous proposez s'appelle Historicité et transitionnalité, ou la non-présence à soi du contexte. On est vraiment parfaitement dans le thème de notre séminaire. Voilà, je vous cède la parole avec plaisir. Merci, je vais surtout, je crois, parler de la non-présence à soi du contexte et voilà. Enfin, je dirais un mot de la transitionnalité, mais vraiment à l'extrême fin de mon exposé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci Isabelle Host et au Centre Prospero. La lecture de l'argumentaire du séminaire Pensée au présent, Pensée en contexte m'a, je dois vous le dire, absolument passionnée. Ma difficulté, du coup, a été de choisir par quel exemple d'analyse j'allais introduire ma réflexion. Car vos questions sont des questions qui me passionnent depuis le début de ma recherche, laquelle a toujours été orientée par un « comment peut-on penser aujourd'hui ?» Là, je reprends une des expressions de l'argumentaire. Et non pas « comment augmenter la connaissance ?» Mais voilà, mon idée, c'était qu'il fallait intervenir sur la connaissance pour changer la façon dont on pense aujourd'hui. Du reste, ma maîtrise portait sur la confrontation entre le discours féministe de l'époque tenu sur l'écriture et 5 romans de femmes contemporains. Je me suis ensuite portée vers le XVIIe siècle, vers la notion de public, et je dis bien notion, ce n'est pas une thèse de sociologie, pour aller regarder de plus près ce siècle dit classique dont la modernité avait tant besoin pour fonder ses propres gestes de rupture. Je voulais notamment voir si la littérature d'alors
d'alors, je parle du XVIIe, répondait à l'attente de son public, comme par exemple l'affirmait Jean-François Lyotard à propos de Corneille dans un recueil un dialogue au juste. Corneille, auquel il opposait le geste, disait-il, moderne, c'est-à-dire romantique, de l'adresse au peuple, le peuple étant un public pas encore là, et le geste postmoderne de la bouteille à la mer, où là, le public est inconnu, indifférent, non figuré. Et voilà. Et ce que j'ai cherché à vérifier si le public au XVIIe siècle correspondait bien, la notion de public au XVIIe siècle correspondait bel et bien à cette idée de la modernité sur le classicisme. Mais bon, j'ai soutenu ma thèse en 1990 et l'aujourd'hui d'alors n'est pas notre aujourd'hui. J'ai donc choisi de vous présenter 2 textes littéraires sur lesquels, plutôt de vous présenter ma réflexion par l'analyse de 2 textes littéraires, sur lesquels je me suis penchée très récemment, à partir d'eux et en dialogue avec 2 lectures qui en étaient proposées et qui m'interpellaient en raison de leurs enjeux névralgiques aujourd'hui. La première lecture est une protestation-dénonciation d'un texte au nom d'une conscience noire militante. La seconde, une dénonciation d'un texte au nom d'une conscience féministe. Alors, le hasard fait que ces 2 textes sont tous 2 datés du XVIIIe siècle, dont je ne suis pas spécialiste, ce qui signifie qu'en principe, il me manque du savoir pour en parler en toute légitimité. Mais ces lectures auxquelles ma réflexion va faire écho proviennent aussi, je parle là des lectures qui condamnent ces textes, proviennent aussi de non-spécialistes. Et le XVIIIe siècle n'est quand même pas trop loin du XVIIe siècle, et ce qui veut dire qu'en termes de savoir, cela m'autorise, une position qui m'autorise une certaine distance à l'égard de ce qu'on appelle un contexte. Mais quand je dis ça, je dis déjà quelque chose de ce que j'avancerai à la fin pour revenir sur cette catégorie du contexte, ce concept de contexte. Et je les ai choisis pour une autre raison encore. Dans l'argumentaire, il est beaucoup question de qu'est-ce que c'est que se situer soi-même comme tenant un discours sûr, un discours critique en l'occurrence. Il se trouve que je ne crois pas m'être située tout à fait de la même manière dans les 2 cas, même si j'espère, que la position que je développe dans les 2 cas, les positions que je développe dans les 2 cas sont cohérentes entre elles. Elles tournent autour de la transitionnalité. Et donc je redis que je n'en parlerai vraiment qu'à la fin de mon parcours. J'y ferai une allusion avant sans doute. Alors, après vous avoir présenté ces 2 lectures et lecture de lecture, je me propose de revenir à votre argumentaire et de les situer, je parle des miennes cette fois-ci, par rapport à lui, si j'ai le temps. Mon premier exemple, c'est donc l'exemple de Montesquieu, numéro 1, celui d'une page célèbre, celle du chapitre 5 du livre 15 de l'Esprit des lois, qui date de 1748, l'Esprit des lois de Montesquieu, intitulé « De l'esclavage des nègres ». Alors, je ne vais pas le relire en entier, je vais simplement lire le tout début et 2 passages que je voudrais qu'on garde en mémoire. « Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui est le produit par des esclaves. » Alors bon, je saute parce que j'imagine que vous le connaissez tous, et donc je lis les 2 paragraphes, celui qui commence par « Il est si naturel. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie qui font des eunuques privent toujours les Noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une manière plus marquée. On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. » Voilà. Alors, c'est un chapitre qui est singulier dans l'œuvre de l'Esprit des lois, en raison de son énonciation très singulière. Il n'y a que ce chapitre qui a ce type d'énonciation, une énonciation qu'on pourrait dire littéraire, qu'on peut dire littéraire, et en tout cas, le fait est que ce texte figure en bonne et due place, comme page choisie, comme extrait choisi, dans le célèbre manuel littéraire de littérature, d'histoire de la littérature de la France, Lagarde et Michard, volume consacré au XVIIIe siècle.
La gare de Michard, je ne sais pas si ça évoque quelque chose dans vos esprits, est paru pour la première fois en 1953 et il est resté un manuel de littérature prescrit dans les classes de première jusqu'en 1992. Moi, j'ai donc été, par exemple, à ma génération, tout le monde apprenait la littérature, était introduit à la littérature française par le Lagarde Michard. Alors, vous avez dans l'exemple 2 les quelques lignes qui l'introduisent. Je le cite: pour combattre l'esclavage des nègres, Montesquieu emploie le procédé de l'ironie. Il feint de parler en partisan de l'esclavage, mais les arguments qu'il rapporte sont ridicules, absurdes et odieux. La thèse esclavagiste s'en trouve absolument déconsidérée, et cette méthode indirecte se révèle donc plus efficace qu'un plaidoyer ému en faveur des nègres. Le procédé de l'ironie, il est de fait que quelques générations de lycéens auront appris à reconnaître ce que c'est que l'ironie grâce à ce passage. Mais il y a une vingtaine d'années, à peu près, selon mon expérience, des enseignants du secondaire se sont mis à constater l'incapacité nouvelle des élèves à reconnaître l'ironie d'un texte. Et l'exemple qui leur servait de preuve était, avec quelques textes de Voltaire, ce passage de Montesquieu. Il y a encore quelques années, toujours selon mon expérience, les enseignants en question s'indignaient et s'alarmaient de cette perte supposée des élèves de pouvoir comprendre l'ironie. Aujourd'hui, la situation a changé, le malaise et les doutes sont tout à fait sensibles. Le texte ne passe plus. Il ne passe plus auprès des élèves. Et bien sûr, il faut rappeler que dans les lycées des grandes villes, les élèves maintenant sont absolument... il y a des élèves noirs de façon absolument ordinaire et normale, j'ai envie de dire. Mais ce qui n'était pas le cas en 1953 au moment de la gare de Michard. Mais il ne passe plus non plus auprès de nombreux enseignants, quelles que soient leurs origines ethniques, ne serait-ce qu'à cause du mot nègre. Et entre parenthèses, j'ai essayé de faire une petite enquête vraiment accessoire. Vous avez remarqué que le Lagarde de Michard conserve le mot, sans guillemets, alors que je pense que déjà en 1953, le mot avait une connotation tout à fait péjorative, ou dépréciative plutôt que péjorative. Donc que le Lagarde de Michard a continué à transmettre, à transporter, communiquer un mot à connotation dépréciative ou méprisante. Désormais, les enseignants se contentent donc de l'éviter, alors que c'était une grande page, une espèce d'incontournable de la transmission de la littérature française, de l'enseignement de la littérature française dans le secondaire. On est donc bien face à ce que l'argumentaire de votre séminaire désigne comme, je cite, acte d'autocensure que l'époque s'impose à elle-même. Est-ce justifié? Ma question sera la suivante. L'impossibilité de reconnaître aujourd'hui l'ironie du texte de Montesquieu, dans les jeunes générations, relève-t-elle du contresens qu'un savoir rhétorique historique, c'est-à-dire contextualisé, peut balayer, ou au contraire, cette lecture, en quelque sorte anachronique, mais on va se poser la question, en tout cas, puisqu'apparemment toute récente, c'est-à-dire cette lecture qui ne lit pas l'ironie, nous révèle-t-elle quelque chose du sens de ce texte, ou peut-être plutôt de son monde, de son paysage, de son horizon? Et si oui, que faire d'un tel texte aujourd'hui? Alors, je voudrais d'emblée dire un mot de la philosophie du différent qu'on doit à Jean-François Lyotard, qui est pour moi un arrière-plan très important dans ma réflexion. C'est pour ça que je ne les lirai pas forcément, ça va dépendre du temps, que je vous ai apporté des définitions, une série de définitions tirées du différent de Jean-François Lyotard, ainsi que d'un commentateur très très subtil de Jean-François Lyotard, qui est Gérald Sfez. Pour Jean-François Lyotard, ce qu'il appelle le différent, et pour lui, je précise que l'accord, le fait que des êtres humains se mettent d'accord, n'existe jamais que sur fond de différent. Le différent surgit quand la réalité est dite, phrasée, dit-il, il emploie ce verbe phraser, quand la réalité est phrasée par des jeux de langage incompatibles, de telle sorte qu'en ayant un même fait dans l'un de ces deux langages seulement, on crée un tort à la partie qui phrase le fait, qui phrase cette réalité
dans le second jeu de langage. Alors, il y a une petite historiette qui fait assez vite comprendre une situation qui, pour lui, je le précise, l'historiette nous paraît tout à fait anormale, mais pour lui, c'est au contraire la situation la plus ordinaire et qu'on ne voit pas. C'est la citation 2. Admettons maintenant que vous commencez à jouer avec des balles de tennis en compagnie de quelqu'un. Vous êtes surpris d'observer qu'il n'a pas l'air de jouer au tennis, comme vous le pensiez, avec ses balles, mais qu'il les traite plutôt comme des pions d'échecs. L'un ou l'autre de vous deux se plaint que ça n'est pas de jeu, il y a différent. Alors j'aime bien cette historiette parce qu'elle est simple à comprendre, mais encore une fois, pour lui, donc, il faut imaginer que les jeux, ce sont des jeux de langage, ce sont des façons de phraser le réel, la balle étant un fragment de réel, la balle, déjà l'appeler balle, c'est déjà dans du différent, puisque la partie adverse va l'appeler pièce d'échec. Alors, avec ces questions en tête, je suis tombée un peu par hasard sur une série de publications sur Internet où le ton des adversaires de Montesquieu et de ses défenseurs est celui de l'accusation révoltée, mutuelle, de la passion, d'un ton peu négociable. Je m'en tiendrai, je ne parlerai pas tellement des défenseurs de Montaigne, je dirai simplement un mot au passage, mais je m'en tiendrai à un blog intitulé « Une autre histoire, histoires oubliées, histoires occultées », qui vise à réhabiliter des hommes et femmes du passé noir ou métis. On lit un jugement rédhibitoire porté sur le texte de Montesquieu. Et donc là, c'est la citation 3. Je lis. Des générations de jeunes Français ont étudié ce texte en classe de première, le plus célèbre de Montesquieu, tiré de l'Esprit des lois de 1748. Pour avoir une bonne note au baccalauréat de français, il faut expliquer que l'auteur n'y fait qu'ironiser et que c'est en réalité un réquisitoire implacable contre l'esclavage. Le problème, comme l'a bien montré Odile Tobner, agrégée des lettres et veuve de Mongo Betty, donc c'est moi qui ai ajouté la note de bas de page dans l'exemplier, dans son essai du racisme français, c'est que rien ne prouve, hormis l'autorité de messieurs Lagarde et Michard, les auteurs du manuel de texte choisi le plus utilisé, que cette page est entièrement ironique. Alors, suivent quelques citations de Montesquieu destinées à illustrer son racisme. Le blog se propose de démonter ce qu'on trouve en bas de la page, de la première là, le mythe de l'ironie de Montesquieu, popularisé par Lagarde et Michard au XXe siècle. Alors, à propos, je voulais dire simplement, à propos de Odile Tobner, il y a, j'ai trouvé sur un autre blog une réponse, j'ose pas dire réponse d'ailleurs, du sinistre René Pommier. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. René Pommier a notamment écrit des pamphlets contre Barthes, contre les modernes, etc. Et René Pommier vilipende la bêtise noire d'Odile Tobner. Vous voyez quand même que c'est pour ça que j'appelle sinistre. Alors après, je reviens au blog. Est ensuite proposée la transcription non ironique de ce texte. Je ne sais pas si vous avez la même pagination. Il y a la même que la mienne. Alors, c'est sur la deuxième page, sur la fin de la deuxième page. La transcription non ironique. Oui, c'est ce qui est en italique. D'accord, c'est ça exactement. Donc là aussi, je ne vais pas le lire en entier. Je ne vais pas la lire en entier, cette transcription. Mais le début, les Européens ayant exterminé les Amérindiens, ils ont bien été obligés, pour avoir des esclaves, d'avoir recours à des Africains. Alors vous noterez que le mot nègre est devenu africain. Pourquoi avoir recours à des esclaves et pas à des salariés ? Eh bien, sans l'esclavage, imaginez un peu combien vous auriez à payer 1 kilo de sucre, etc. Cette réécriture dite non ironique nous paraît très troublante. Il me semble qu'un lecteur habitué, alors habitué comme moi, à entendre l'ironie du passage de Montesquieu, continue à reconnaître cette ironie, à l'entendre encore, jusque dans cette transcription dite non ironique. Et pourtant, le texte d'ailleurs, c'est assez étonnant que dans la transcription non ironique, à propos duquel le texte du blog conclut « Rien de bien ironique, hélas », dans cette accumulation d'arguments négrophobes qui sont encore utilisés aujourd'hui, sans que personne n'y voit, hélas, la moindre ironie. Alors, dans les transformations non ironiques,
mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que peut-être qu'il faudrait creuser et que moi je ne connais pas assez l'histoire des enjeux autour de ces termes, de ces mots. Le passage de nègre à africain n'est pas pour moi un des moins troublants. Mais si j'entends bien, car là encore c'est une affaire d'écoute, ce que signifie ce texte, c'est que la réécriture de Montesquieu n'est pas ironique parce qu'elle développe des arguments nécrophobes, aujourd'hui encore sérieusement avancés par des locuteurs racistes. Autrement dit, il y a la question du aujourd'hui encore. Alors on peut certes, face aux propos tenus par ce blog, s'indigner, se moquer, ou insulter comme le fait le sinistre René Pommier. Mais on peut surtout renvoyer les auteurs aux arguments tant historiques que stylistiques qui démontrent de la façon la plus probante comment Montesquieu exerce ici son ironie contre le discours esclavagiste. Il y aurait là un savoir certain, objectif, devant lequel il faudrait s'incliner, sauf à se ridiculiser, et c'est le point de vue des spécialistes. C'est par exemple le point de vue de Jean Erard, dans un livre par ailleurs tout à fait passionnant, historien de la littérature, dont vous avez le titre, la référence dans la citation 5, mais tout à l'heure je lirai la citation 5. Mais selon moi, si cette lecture du blog peut à bon droit apparaître comme une erreur d'interprétation, elle n'en signale pas moins quelque chose qu'on peut choisir d'entendre. Et c'est ce que Lyotard d'ailleurs appelle un sentiment. Mon hypothèse, c'est que le différent est déposé dans l'ironie de Montesquieu. Et c'est ce que je vais vous prouver par d'autres, on va essayer de vous prouver par un autre biais. Avec l'énigme de sa transcription non ironique du passage de Montesquieu, dont du coup, au passage, l'ironie est de la sorte à la fois prouvée et réfutée, parce que si c'est une ils mettent non ironique entre guillemets, mais si c'est une transcription non ironique, il a fallu que le point de départ soit ironique quand même. C'est comme s'il y avait un embarras, de toute façon, pour tout le monde, j'ai envie de dire, autour de cette ironie. Donc, cette erreur, qui est donc à mes yeux quelque chose de plus ou d'autre chose qu'une erreur, suggère l'existence d'une zone trouble où ironie et non-ironie s'annulent ou s'engendrent l'une l'autre, laissant intacte une part humaine outragée, d'autant plus outragée sans doute que la page de Montesquieu est désormais, j'insiste sur le désormais, inséparable de la célébration laïque et républicaine des Lumières, comme l'indiquait déjà la conclusion hagiographique de la présentation du Lagarde-et-Michard, je cite, « L'action des philosophes aboutira à la suppression de l'esclavage par la Convention en 1794 ». On sait que l'information est incomplète. Le Lagarde-et-Michard ne mentionne pas que Napoléon le rétablira en 1802 et que l'abrogation ne sera réelle qu'en 1848. Et puis, nous parlons d'aujourd'hui. Le Lagarde-et-Michard date d'une époque où les frontières nationales et l'histoire littéraire se déterminaient réciproquement dans le récit d'un sursujet, celui de la France. Mais aujourd'hui, et en fait dès le texte de Montesquieu, l'enjeu n'était pas évidemment seulement celui de l'histoire française, c'était et c'est celui de la mémoire européenne et même de la mémoire occidentale et même de la mémoire mondiale, puisqu'il faut y comprendre au moins les deux Amériques. La question est la suivante. La présence à mes yeux peu douteuse, contrairement à ce qu'affirme la lecture du blog, d'une ironie critique dans ce texte est-elle suffisamment évidente pour annuler complètement la violence de l'énonciation esclavagiste? Le texte de Montesquieu n'active-t-il pas la lecture du blog n'active-t-elle pas ou ne réveille-t-elle pas le différent déjà présent dans le contexte de Montesquieu et qui perdure ou perdurerait aujourd'hui? Nous savons tous que l'ironie est une figure extrêmement labile. C'est la surimpression en un seul énoncé de deux énonciations, l'une objet et l'autre sujet, l'une citée et l'autre citante, l'une travestie et mimée par l'autre qui la disloque plus ou moins discrètement. De ce fait, l'ironie peut toujours passer inaperçue ou cesser d'être entendue. Pour toutes sortes de raisons, la voix ironique, cette voix qui parodie la première en la répétant quasiment à la lettre afin de la défigurer, peut échouer. Dans ce cas de figure, l'opération de mise à distance critique
ne fonctionne pas, l'énonciation citée résonne seule et pleinement, littéralement, sans aucune discordance interne. À la limite, la preuve de l'ironie, elle est par les faits. C'est-à-dire ça fait partie de ces figures. Il y a des figures qui sont objectivables et d'autres qui ne le sont pas, qu'on ne peut démontrer que par l'effet que ça fait, l'hyperbole, l'hypotypose, l'ironie. L'ironie est une arme rhétorique. Elle prend l'adversaire à son propre piège en s'emparant de sa force, en vidant sa parole de sa substance. S'il arrive que l'adversaire ne soit pas le principal destinataire de l'ironie, au point même qu'il peut ne pas s'apercevoir qu'il en a été la cible, il faut cependant que le destinataire tiers dispose, lui, de suffisamment d'informations pour mesurer la distance entre les deux énonciations et reconnaître l'intention ironique de l'énonciateur. Pour créer de la persuasion par la construction espérée d'une connivence polémique, c'est-à-dire ça c'est la fin, c'est le but, il faut une première connivence, la connaissance partagée à l'égard de l'énonciation citée et visée par l'ironie. L'ironie est inaudible si l'écart n'est pas reconnaissable, et elle n'est persuasive que si cette mise à l'écart produit un effet sensible. Il faut que la discordance s'éprouve. Alors, les commentateurs ont tous souligné l'extrême précision de l'ironie de Montesquieu. Sa propre énonciation anti-esclavagiste colle aux arguments esclavagistes de très près, les restitue très précisément afin de les renverser par de subtiles exagérations et de subtils raccourcis logiques qui doivent en faire apparaître le scandale. Ceci signifie que pour l'entendre, c'est-à-dire pour être sensible à la parodie, il faut avoir une très grande familiarité avec l'énonciation esclavagiste. Il faut en quelque sorte baigner dedans. Mais supposons que baigner dedans, ce soit adhérer à l'énonciation ironisée, au point que l'ironie devienne inaudible. Or, parmi les preuves du racisme de Montesquieu, allégué par le bloc cité plus haut, figure la mention d'une interprétation esclavagiste du passage. Donc je vous renvoie à la citation 3. J'en cite qu'une phrase. Condorcet rapporte que les esclavagistes de la Jamaïque auraient justement pris le texte de Montesquieu au premier degré. Ils ne devaient pas être les seuls. L'anecdote, en effet rapportée par Condorcet, et c'est la citation 4, mais je n'aurai pas le temps de la lire, a aussi été racontée en octobre 1778. C'est la citation 6. Elle se situe en 1761, quand la richesse de plusieurs nègres et mulâtres de la Jamaïque attira les regards du gouvernement. Comme un problème. Alors je lis. Cette richesse provenait des legs que des hommes blancs avaient faits à leurs enfants ou à leurs maîtresses de différentes couleurs. Pour remédier à ce prétendu abus, on proposa dans l'assemblée de Santiago de la Vega, capitale de l'île, une loi par laquelle il serait défendu à tout nègre, négresse ou personne de couleur mêlée de recueillir aucune succession excédant la somme de 1000 livres sterling. Cette loi fut vivement combattue par plusieurs membres de l'Assemblée. On la trouva dure et cruelle, même envers les Blancs, puisqu'elle ne leur permettait pas de laisser leurs biens à ceux qui leur étaient attachés par les liens du sang et de l'amour. On allégua enfin toutes les raisons que la nature et l'humanité devaient inspirer. Le sieur Burke, l'orateur le plus éloquent de la Chambre, entreprit la défense du bill, c'est-à-dire d'empêcher le legs en question. Suit un argument de cet orateur le plus éloquent de la Chambre contre le métissage. Puis le récit résume son discours avant de présenter sa péroraison. Donc je cite, « Monsieur Burke, enfin, après avoir employé toute son adresse à persuader ses auditeurs que la vertu et l'esprit des hommes tenaient essentiellement à la couleur de leur peau, termina ainsi son discours. Mon opinion, messieurs, n'est pas nouvelle, elle est celle des plus grands philosophes de tous les pays et de tous les siècles. Il en est un surtout que je ne crains point de citer dans cette auguste assemblée. Il est connu de vous tous, et je me flatte que son sentiment décidera le vôtre. C'est le fameux président de Montesquieu. Voici ce qu'il dit des nègres. Alors, notre orateur ouvrit une traduction de l'esprit des lois et lut d'un air très sérieux le chapitre ironique de l'esclavage. Cette lecture fit un tel effet sur toute l'assemblée que le bill passa sans opposition et les nègres furent condamnés sur l'autorité de M. de Montesquieu. Bon, alors, je ne commenterai pas cet emboîtement assez vertigineux des ironies, car la phrase « notre orateur ouvrit une traduction »
et lu d'un air très sérieux le chapitre ironique de l'esclavage, est évidemment ironique de la part de son auteur qui est Grimm. Il y a toujours une supériorité du côté de l'ironiste, un mépris à l'égard de ce qu'il cite et de ce qu'il fait comparaître. Mais du coup, l'ironiste, j'ai envie de dire tout ironiste, rate justement ce que Jean-François Lyotard appelle indifférent, à savoir l'incompatibilité de deux jeux de langage. L'ironie les rend compatibles en soumettant l'une à l'autre, en fait. Donc, je ne reviens pas sur cette théorie du différent. L'ironiste cite un jeu de langage et le ridiculise dans un autre jeu de langage. Il simplifie le contexte, j'ai envie de dire, par anticipation. L'anecdote de 1761 infirme une partie des propos du Lagarde et Michard, vous le remarquerez. Montesquieu, écrivent les auteurs du Lagarde et Michard, messieurs Lagarde et monsieur Michard, feint de parler en partisan de l'esclavage, mais les arguments qu'il rapporte sont ridicules, absurdes et odieux. La thèse esclavagiste s'en trouve absolument déconsidérée. Donc là, j'ai recité Lagarde et Michard. Les arguments mentionnés par Montesquieu ne sont visiblement ni ridicules, ni absurdes pour un esclavagiste, ce sont bel et bien les siens. Ils ne deviennent tels, ils ne deviennent odieux que sous l'effet de l'ironie de Montesquieu. Mais cette ironie de Montesquieu les sert de si près, ces arguments, qu'un esclavagiste convaincu peut donc ne pas la repérer. Ceci signifie que le discours esclavagiste résiste bien et résonne fort sous l'ironie de Montesquieu ou malgré elle. Le Lagarde et Michard poursuit du reste son commentaire par une remarque qui semble trahir un embarras, prévenir ou présupposer une objection. Je cite : « Cette méthode indirecte se révèle plus efficace qu'un plaidoyer ému en faveur des nègres. D'ailleurs, sous la froideur affectée de l'ironie, il est aisé de discerner les véritables sentiments de l'auteur. Sa généreuse indignation est sensible dès le début. D'abord contenue, elle éclate à la fin du chapitre. » Après avoir brièvement commenté l'efficacité critique de l'ironie du passage, je dirais le pôle logos en termes de rhétorique, le manuel cherche à démontrer son efficacité pathique, le pôle pathos en rhétorique. Ce qu'il veut écarter, c'est le soupçon d'une froideur de Montesquieu, d'un manque d'empathie pour les victimes de l'esclavage, une froideur rationnelle qui jetterait aussi le doute sur son ethos. Or, si l'on en croit Jean Errard, ce soupçon a existé dès le XVIIIe siècle. Dans son livre, après avoir résolument pris parti, comme je le disais tout à l'heure, pour l'interprétation ironique du passage de Montesquieu, l'historien de la littérature constate que, je cite, « ce n'est pas seulement au XXe et XXIe siècle que Montesquieu a été mal compris ». Alors donc pour lui, c'est un problème de compréhension de Montesquieu. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est peut-être pas comme ça qu'il faut poser le problème. Donc là, c'est ma citation 5. Mais j'ai repris ce que dit Jean Errard. Il se demande si ce n'est pas Montesquieu qui est visé, en même temps que Voltaire, par le post-scriptum qui clôt en 1773 la 12e lettre du voyage à l'île de France de Bernardin. « Je suis fâché, écrit Bernardin, que les philosophes qui combattent les abus avec tant de courage n'aient guère parlé de l'esclavage des Noirs que pour en plaisanter. Ils se détournent au loin, ils parlent de la Saint-Barthélemy, du massacre des Mexicains par les Espagnols, comme si ce crime n'était pas celui de nos jours et auquel la moitié de l'Europe prend part. » Bernardin de Saint-Pierre pourrait donc ici viser Montesquieu, dont l'ironie serait en ce cas entendue comme une sinistre plaisanterie. Jean Errard rapporte alors l'anecdote de 1761, celle de l'erreur des esclavagistes, et conclut « On ne sait trop comment, les principaux encyclopédistes ont lu, pour leur part, le 5e chapitre du livre 15, donc le de l'esclavage des nègres, et il n'est pas, c'est Jean Errard qui parle, et il n'est pas impossible qu'à cette lecture, ils aient ressenti une certaine gêne. Une certaine gêne, c'est bien celle qui transparaît aussi dans les lignes du Lagarde et Michard. Et c'est évidemment elle, mais cette fois-ci formulée d'une autre position d'énonciation, une position d'énonciation de celles et de ceux qui se sentent les descendants des esclaves, donc qui est bien plus qu'une certaine gêne, qui est une indignation et une révolte,
qui motive la lecture du blog Une autre histoire, dont voici la conclusion véhémente et non dénuée de pertinence à défaut de vérité. Je cite, « Tout le talent littéraire de Montesquieu, c'est certainement d'avoir poussé très loin l'ambiguïté et d'avoir fait en sorte que les anti-esclavagistes comme les esclavagistes puissent trouver leur compte dans cette page. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'explication d'un pareil texte n'est certainement pas à la portée du lycéen français moyen de la classe de première, pas plus qu'elle n'est à la portée de certains professeurs, racistes décomplexés de droite ou racistes paternalistes de gauche. » Alors, cette gêne devenue révolte ou indignation me paraît un indice ou la trace du tort né d'un différend qui a été tranché dans un seul jeu de langage en passant sous silence l'autre jeu de langage, sous silence, c'est-à-dire qu'on n'entend pas et qu'on n'a pas entendu, celui de la victime, qui donc, dans mon hypothèse, est déjà là, en contexte. Mais encore, il y a dans le texte de Montesquieu une force de frappe. On dira que c'est celle de l'ironie. Oui, mais parce que l'ironie capte la force de frappe du discours esclavagiste. L'ironie s'empare de l'énergie méprisante et meurtrière du discours esclavagiste pour qu'on s'en indigne, certes, mais non sans communiquer la force implacable, impassible, la brutalité cynique, quasi performative. Et ceci a un coût ou procède d'une raison cachée. L'ironie du passage partage avec l'énonciation esclavagiste un point d'intersection qui, lui, ne fait l'objet d'aucune mise à distance. L'énonciation esclavagiste et l'énonciation anti-esclavagiste posent une même frontière, jamais soupçonnée ni contestée. Il y a un nous et il y a un eux. Il y a nous, les hommes blancs européens, qui partageons le discours tenu sur eux, aussi bien discours esclavagiste que le discours ironique, disent nous. Et eux, les nègres, ces nègres que, je le disais, le Lagarde-Michard continue tranquillement à nommer de la sorte. Cibles et victimes de l'énonciation esclavagiste, les nègres restent de l'autre côté du discours, même quand ils deviennent les bénéficiaires de l'ironie. Bénéficiaires, certes, mais toujours objet. C'est l'évidence de cette division qui fonde la pragmatique, l'efficacité de l'ironie. Certes, nous, guillemets, sommes interpellés dans notre faculté rationnelle, nos passions sont mobilisées, nous sommes appelés à nous désolidariser de la passion esclavagiste, parce qu'elle est absurde et odieuse, mais ce nous n'est pas ébranlé, il est même consolidé par certains ressorts de l'ironie, par exemple la mention des peuples d'Asie ou des Égyptiens. En ridiculisant les esclavagistes de leur ressembler, l'ironie de Montesquieu nous solidarise avec les premiers, ou plutôt nous désolidarise d'eux, mais au sein d'un seul nous, pas question que nous, êtres raisonnables contrairement aux esclavagistes, ressemblions au peuple d'Asie ou à des Égyptiens. En s'adançant donc à la grande division fondatrice du discours esclavagiste, la division racialiste entre nous et eux, la pragmatique de la citation ironique de l'énergie esclavagiste en reconduit souterrainement la violence. Alors, les lecteurs d'aujourd'hui ne la ressentiront pas de la même manière, vraisemblablement, mais de toute façon, à partir de là, je ne peux être que dans des hypothèses, selon qu'ils se reconnaîtront comme nous ou comme eux, mais aussi peut-être tout simplement parce que le texte reconduit, interpelle et force quasiment à se reconnaître soit comme nous, soit comme eux. Je dirais que c'est une division que le texte encapsule, encrypte et dont nous risquons d'être captifs. C'est cette familiarité la familiarité de cette division qui peut à la fois convaincre les humanistes des Lumières d'aujourd'hui, et de l'époque, pardon, car c'est au sein de ce nous divisé par l'ironie que eux choisissent leur camp. L'humaniste des Lumières, se reconnaissant dans le nous, c'est au sein de ce nous qu'il va choisir son camp. Mais cette même familiarité peut induire en erreur les esclavagistes de la Jamaïque, outrager ceux qui se reconnaissent dans les descendants des esclaves et troubler, voire agresser les lecteurs modernes dont elle violente la solidarité, le sentiment d'appartenance à une seule humanité.
Alors, bon, comme je vois que le temps passe, je vais m'arrêter là. J'appelle ça quand même, je voudrais insister sur le fait que j'appelle cela une trace traumatique. Pour moi, le texte de Montesquieu continue à porter en lui un noyau d'énergie esclavagiste inentamé par l'ironie et du coup continue à communiquer la force séparatrice et outrageante. Et j'insiste sur continue. On va y revenir aussi quand on va réfléchir au contexte. L'évidence de cette division sur laquelle repose tout à la fois l'énergie haineuse et méprisante des esclavagistes et l'énergie dénonciatrice du philosophe serait la trace intacte d'un état des choses, d'une situation historique qui est celle d'un disparaître traumatique. J'emploie cette expression à un philosophe qui s'appelle Patrice Leraut, qui est l'auteur de 2 articles qui ont été pour moi très importants. Le deuxième s'appelant La disparition, où il fait une typologie des disparitions, notamment où il parle de ce qu'il appelle le disparaître traumatique. Donc j'appelle ici disparaître traumatique la traite des Noirs, décimés lors des traversées, réduits en esclavage, soumis à des traitements spectaculairement atroces. On pourrait dire que ceci habite le texte de Montesquieu comme sa réminiscence également traumatique. Alors j'en viens à mon deuxième exemple. Je saute à mon deuxième exemple. Il est au cœur de mon livre « La littérature à l'heure de MeToo », dont je n'ai pas du tout l'ambition de vous présenter la totalité de la démarche. Ma réflexion est née avec une polémique qui s'est développée, dont j'ai été actrice et cible. Les autrices avec lesquelles j'ai débattu, ainsi que d'autres, ont refusé que leur position, que l'ensemble du débat soit publié, ce qui était le projet initial de Jérôme David, mon éditeur. Il voulait publier, et j'étais entièrement d'accord, l'ensemble de la controverse. Comme elles ont refusé, il nous a quand même cependant semblé que les enjeux critiques, les enjeux de théorie littéraire et les enjeux politiques valaient la peine d'être exposés, d'où ce livre, mon livre seulement, que j'ai donc voulu le plus honnête possible à l'égard des arguments adverses. Malgré leur absence, ou peut-être encore plus, je tenais absolument à ce que ce soit prudent et faire place le plus loin possible à leur position. Mais donc je vais forcément simplifier et négliger les rebondissements de la polémique. Ce livre a donc pour point de départ une controverse née de l'interprétation d'un poème d'André Chénier, qui est né en 1762 et mort en 1794. Le poète a 18 ans quand il écrit en 88 alexandrin une traduction presque littérale d'une idylle du poète grec Théocrite, lequel, lui, a écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette idylle s'appelle l'Orestis. Ce mot savant signifie à la fois dialogue érotique et ébats amoureux, donc à la fois des mots et des actes. Mais les actes sont rendus complètement par des mots, dans des mots. Si l'on se tient à une série de vers prononcés par la bergère Naïs, on ne doit pas conclure que le poème met en scène le viol de Naïs par le berger Daphnis. Je lis ces vers, 7-8. Alors, les petits traits, c'est les 5. Je vous avais vu combien c'est vilain ce que j'ai fait, donc j'ai renoncé à absolument maculer ce pauvre poème de ces numérotations. Je me débrouille mal avec le PDF, il n'y avait que cette espèce de pinceau énorme. Donc, les petits traits, c'est la valeur de 5. Donc, adresse ailleurs ses vœux, dont l'ardeur me poursuit, va, respecte une vierge. 14. Non, déjà tes discours ont voulu me tenter. 24. Berger, retiens ta main, berger, crains ma colère. 28. Berger, retiens ta main, laisse mon voile en paix. 65. Satyre, que fais-tu? Quoi, ta main ose encore? 67, 68. Berger, au nom des dieux, ah, je tremble. 69. Non, arrête. 73. Dieu, quel est ton dessein? Tu m'ôtes la ceinture. 77, 78. Tu déchires mon voile, où me cacher? Hélas, me voilà nue, où fuir? 86. Ah, méchant, qu'as-tu fait?
L'Oaristis figurait dans un recueil de poésie d'André Chénier, mis au programme pour le concours de l'agrégation de lettres modernes et de lettres classiques de 2018. En octobre 2017, un groupe féministe de l'ENS de Lyon, l'ENS de l'École normale supérieure de Lyon, les Salopettes, rendait publique sur son site une lettre adressée au jury des 2 concours. Outre les agrégatifs qu'il avait rédigés, elle était signée par des enseignants-chercheurs, des doctorants et de nombreux enseignants du secondaire. Les auteurs de cette lettre-pétition protestaient contre des cours de préparation sur Chénier assurés par des spécialistes de la littérature du XVIIIe siècle. Au nom de leur savoir, de leurs compétences d'historiens de la littérature, certains de ces spécialistes avaient refusé de valider la lecture proposée par des agrégatives pour qui l'Oaristis représentait clairement un viol. L'argument de ces spécialistes était le suivant. Alors je l'ai développé un peu, la lettre-pétition n'en dit quasiment rien, mais bon, voilà l'argument. Au XVIIIe siècle, disait-il, le consentement explicite d'une femme à une relation sexuelle non conjugale entraînait son déshonneur. Du coup, les textes libertins favorables à l'érotisme dégagé des normes sociales reposaient sur une convention codée. Ils représentaient toujours les femmes dans une attitude de protestation et de refus initial pour ne pas attaquer leur honneur. Reconnaître un viol dans l'Oaristis aurait donc constitué, selon ces spécialistes, un contresens ou plutôt un anachronisme. Alors, outre des enjeux d'histoire et de théorie critique, la lettre-pétition des agrégatifs contre ces spécialistes engageait aussi des enjeux pédagogiques justifiant le nombre de signatures d'enseignants du secondaire. Ces auteurs insistent en effet sur le fait que, l'agrégation étant un concours d'enseignement, la question de l'interprétation de l'Oaristis est une question qu'ils devront se poser une fois devenus enseignants. Comment ne pas perpétuer la culture du viol, ça c'est leur idée, en transmettant des textes littéraires qui en relèvent, si l'on ne s'accorde pas le droit de les lire dans la perspective militante d'un combat actuel contre cette culture, indépendamment de la signification de ces textes dans leur contexte de production. Donc cette lettre-pétition défendait l'importance d'une réception contemporaine et les signataires faisaient alors de ce poème de Chénier l'illustration d'un problème plus général, celui de, je cite, tous les textes mettant en scène des violences sexuelles et au-delà, je cite encore, des nombreux textes présentant des discours idéologiques oppressifs, racisme, antisémitisme, sexisme, homophobie. Donc, on rejoint bien le problème précédent. La perspective est très semblable à celle du blog dénonçant le racisme de Montesquieu. La littérature, donnée à admirer, serait un véhicule d'oppression idéologique particulièrement redoutable en raison de ses euphémisations rhétoriques et du bénéfice de plaisir apporté par son travail littéraire, lequel ferait pernicieusement avaler sans méfiance, incorporer la culture dominante, comme on disait dans ma jeunesse marxiste, ici la culture du viol. Puisque l'enseignement doit non seulement conduire les élèves à maîtriser des connaissances, mais encore leur apprendre à lire et à développer leur esprit critique, il serait donc nécessaire de soulever le masque du discours pour leur révéler la manipulation et ici déceler derrière le berger charmeur, le violeur habile. Et cette signification serait en quelque sorte transhistorique. La culture du viol est de long terme, elle existe sur le long terme. Alors là, je parle toujours du point de vue de la lettre-pétition. Peu importe le contexte libertin, les codes littéraires. Alors, je reviendrai sur mon point de vue. Le conflit semblait bien, tel que je viens de le formuler, le conflit semblait bien être celui du savoir d'un côté et de l'interprétation actualisante de l'autre, c'est-à-dire du droit à interpréter en actualisant la lecture, c'est-à-dire en détachant l'interprétation de notre loi herméneutique qui serait de suivre l'interprétation du texte en rapportant le texte soit à l'intentionnalité de l'auteur, soit à l'intentionnalité du texte. Bon, en fait, moi, je suis tout à fait en désaccord avec
la position herméneutique en termes d'intentionnalité. Je veux dire par là que je suis absolument d'accord avec Lyotard, pour qui il n'y a pas d'intentionnalité qui puisse éliminer, l'autorité de l'intentionnalité ne peut pas éliminer l'effectivité des différents. Mais le texte... Donc, je rappelle que pour les spécialistes, ce qu'ils affirment, c'est que dans le contexte de production, il n'y a qu'une interprétation possible. Le poème représente, selon les spécialistes, un acte sexuel consenti. Alors, dans le détail, tout est vertigineusement difficile, puisque on se situe à la fois sur le plan, la lettre pétition se situe à la fois sur le plan de la littérature, d'un texte qui nous est donné, un texte du XVIIIe siècle et même d'une certaine manière du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui transite jusqu'à nous, et de situations extralittéraires. Alors j'avance tout de suite des éléments de ma position. Ma position, c'est oui, je suis d'accord avec la lecture du texte en termes de viol, que je préfère appeler un quasi-viol. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Ça a été particulièrement insupportable, je crois, aux auteurs de la lettre pétition. Et ça a fait l'objet de discussions. Bon, j'ai énormément discuté de tout ça dans le cadre des séminaires de transition, avec, à un moment donné, à peu près toutes les personnes qui me tombaient sous la main, presque. Enfin, soit d'ailleurs, je leur tombais sous la main, soit elles me tombaient sous la main, mais j'ai beaucoup discuté en tous sens. Je dirais que il n'y a pas de contexte, selon moi, qui permette de s'assurer que ce que les spécialistes appellent code littéraire soit décrypté comme tel, avec cette sûreté qu'ils disent, par des lecteurs contemporains. Alors, contemporains de quoi? De Chénier, de Théocrite? Je dirais simplement, je vous renvoie simplement à la phrase de Talleyrand d'Héréo, qui est la citation 4 dans la feuille où il y a les citations de Lyotard. Il parle de sa maîtresse. Elle me fit un jour une proposition. Mettez, disait-elle, ma conscience en repos. Eh bien, voulez-vous que je vous épouse? Non. Que voulez-vous donc? Trouver quelque invention. Après, elle me disait, mais n'est-ce pas assez que vous m'avez 5 ans durant violé? Elle appelait ça violer parce qu'elle faisait d'abord quelques résistances. Alors pour moi, c'est une phrase qui illustre d'une certaine manière magnifiquement ce que Lyotard appelle le différent. Et on voit la confrontation de deux jeux de langage avec qu'est-ce que c'est que la qualification de viol, mais on n'entendra pas très longtemps, on n'entend même pratiquement pas, mais on l'entend un peu quand même, la femme. Mais c'est Talleyrand qui écrit, c'est immédiatement recouvert. Toute la question, c'est que ça, c'est la partie mémoire de ces historiettes, tandis que l'Oaristis est un poème, c'est une fiction. Donc, cette question, c'est quel est le coût de la volonté des auteurs de la lettre pétition de fixer l'interprétation, c'est-à-dire de refuser que l'on puisse faire place, ce n'est pas une affaire de droit d'ailleurs à mes yeux, mais faire place à la quasi-évidence qui est que ce n'est pas l'intention de signifier, l'intention de signifier ne fait pas autorité pour moi, mais il ne fait pas non plus autorité de vouloir la balayer. Enfin, il n'y a pas de raison de la balayer au sens où elle s'entend, où on peut l'entendre. Qu'est-ce qu'on perd à ne pas vouloir entendre un autre jeu de langage, pour le dire dans les termes de Lyotard, ou un autre sens qui est là aussi? Voilà. Donc c'est en gros mon argument et ma préoccupation. Alors 15h06, j'ai encore à peu près un quart d'heure. Oui, tranquillement. Oui, tranquillement. Bon. Donc je propose de saisir cette divergence comme une chance, l'opportunité d'amener des lecteurs à faire jouer le poème, et c'est cela ce que j'appelle transitionnalité, un partage inspiré de la théorie des phénomènes transitionnels de Winnicott, et j'y reviendrai si j'ai le temps. Jouer, c'est-à-dire le tourner et le retourner en tous les sens, ce qui permet, selon moi, de ne pas agresser les échos intimes
culturelles, idéologiques, pulsionnelles, qui peuvent surgir dans l'intériorité des lecteurs, et c'est évidemment encore plus important quand ce sont des élèves. Il s'agit pour moi, donc ma proposition de lecture, si vous voulez, et j'appelle lecture ici ce que fait n'importe quel professionnel, comme nous, inégalement, mais quand même, quand nous faisons des commentaires d'un texte, nous tenons un discours nous faisons une lecture. Donc il s'agit pour moi d'inviter les lecteurs à avancer, dirais-je, subjectivement au fil des déplacements du sens, sans exiger leur reddition, tout en avançant, se déplaçant. Reddition à laquelle, au contraire, tout mot d'ordre oblige son destinataire, tout particulièrement en situation scolaire. Pour le dire autrement, la lecture de l'Oaristis en termes de viol, dès qu'elle passe de l'hypothèse interprétative à l'affirmation dogmatique, transforme la pragmatique de la littérature. En faisant d'un poème le support d'un message exclusivement militant, donc en congédiant son ambiguïté, ses contradictions, elle le prive d'autres ressources, peut-être plus importantes, non sans produire au passage d'invisibles effets d'autorité également discriminants. Alors, si je reviens rapidement à l'Oaristis, les vers que j'ai cités plus haut ne s'enchaînent pas les uns aux autres. Les isolés fait certes apparaître l'expression répétée d'un refus, voire d'une détresse, mais ce qui les sépare les inscrit dans une intrigue au cours de laquelle la répétition déplace sa signification. Alors je vais quand même prendre le temps de lire les vers 47 à 60. Naïs. Mais tes vœux écoutés, quel en serait le prix? Daphnis, tout, mes troupeaux, mes bois et ma belle prairie, un jardin grand et riche, une maison jolie, un bercail spacieux pour tes chères brebis. Enfin, tu me diras ce qui pourra te plaire. Je jure de quitter tout pour te satisfaire. Tout pour toi sera fait aussitôt qu'entrepris. Mon père, oh, s'il n'est plus que lui qui te retienne, il approuvera tout dès qu'il sera mon nom. Quelquefois, il suffit que le nom seul prévienne. Quel est ton nom? Daphnis, mon père est Palémon. Il est vrai, ta famille est égale à la mienne. Rien n'éloigne donc plus cette douce union. Naïs, montre-les-moi ces bois qui seront mon partage. Transposé dans la pastorale, il s'agit du contrat de mariage à venir, des biens et de la qualité de Daphnis, tout détail auquel Naïs s'intéresse. Pendant les 8 vers qui restent, Daphnis va cependant faire plus que montrer à Naïs les biens qui lui sont destinés. Alors, à moins qu'il y ait déjà j'y pense soudain en le disant, à moins qu'il y ait déjà une équivoque sexuelle dont je vais parler dans un instant. Mais avant d'en parler, je voudrais simplement faire remarquer que donc Daphnis presse Naïs érotiquement, mais également argumentativement. Le dialogue argumentatif ne s'interrompt pas. La déesse, et en plus, il dispute au nom de 2 déesses. Naïs au nom de Diane, déesse de la virginité, sous l'autorité de laquelle elle s'est précédemment rangée, et Daphnis au nom de Vénus, sous laquelle il place son futur mariage avec Naïs. On peut dire que dans la perspective culturelle d'une valorisation, voire d'une sacralisation de la virginité féminine, Daphnis inverse l'ordre chronologique du mariage et de sa consommation sans les désolidariser totalement. On peut comprendre, je dis on peut, le on peut n'est pas on doit, que Daphnis émancipe la sexualité féminine de l'ordre moral, social, patriarcal, qui la surveille et qui la contraint. Mais, dira-t-on à juste titre, il l'émancipe malgré elle. Et peut-être qu'on même on me reprochera de dire que ça c'est tout à fait un euphémisme. Il violente au minimum le temps du désir de la jeune fille. Et c'est pourquoi je parle de quasi-viol. Mais a-t-on le droit de trancher comme si le texte était un document, comme s'il documentait le réel? De rechef, on pourrait mobiliser ici la catégorie du différent. N'y a-t-il pas là un tort, alors fait à qui, à quoi, au texte et à des lectures du texte, qui font passer un jeu de langage qui est celui d'une poésie dans un autre jeu de langage qui est celui du document. Je vais passer, je voudrais m'appesantir sur le passage où, pour la seconde fois, Naïs fait surgir la figure paternelle.
C'est les vers 66-72. Daphnis. Et laisse-moi toucher ces fruits délicieux et ce jeune duvet. Berger, au nom des dieux, ah, je tremble. Et pourquoi? Que crains-tu? Je t'adore. Viens. Non, arrête. Vois, cet humide gazon va souiller ma tunique et je serai perdu. Mon père le verrait. Sur la terre étendue saura te garantir cette épaisse toison. Alors, vois, cet humide gazon va souiller ma tunique et je serai perdu. Mon père le verrait. Le sens érotique, physiologique, voilé de ces vers se laisse aisément déchiffrer. Mais si l'on voit bien que ce sens crypté est adressé au lecteur et vise à lui donner un bénéfice de plaisir, l'interprétation en est tout à fait obscure. À qui attribuer dans la fiction du dialogue ce sens? C'est Naïs qui parle. Faut-il lui prêter ce sens sexué sur elle-même? Ça paraît totalement invraisemblable. Cela signifie que, premièrement, et je ne vais pas le développer davantage, il est très important de se rendre compte que le poème n'est en rien vraisemblable. Il n'est pas vraisemblable et il ne prétend pas à l'être. Et que d'autre part, il y a donc, j'ai envie de dire, une troisième voie, une troisième instance énonciative, qui est celle du poème lui-même ou du poète, et c'est celle-ci qu'il est peut-être important d'écouter. Alors, pourquoi le faire? Pourquoi insister sur ce que je viens de dire de Vénus et Diane, etc. Mon hypothèse, c'est qu'il y a quelque chose de ce lointain, une époque où la virginité fait partie de l'honneur des femmes, où les femmes appartiennent au père, car c'est quand même ça aussi. Daphnis se passe du consentement du père. Daphnis et Naïs vont finalement agir sans avoir commencé par demander au père. Il y a quelque chose là-dedans qui n'est peut-être pas fini aujourd'hui, qui rend difficile d'entendre ce texte, mais qui ne l'est pas aujourd'hui. Et qui, en tout cas, pour ma génération, me permet de faire comprendre et peut-être d'entendre des choses qu'on n'entend plus aujourd'hui, qui est que même si, à ma génération, la virginité n'est plus forcément une affaire d'honneur, il n'empêche que la sexualité était réprimée. Ce qui fait que si ma génération a pu trouver du plaisir aux textes libertins, c'est parce que ces textes libertins autorisaient de parler de la sexualité. Non pas, c'était tout à fait déconnecté de toute espèce d'horizon de passage à l'acte, enfin, tout à fait déconnecté. Parler était tout simplement déjà émancipateur. Parler pour des filles, notamment, et avec du coup des garçons, de ces textes, ou lire ensemble ces textes, avait une dimension émancipateur. Un texte comme celui de Chénier, procurait le plaisir d'encourager à l'évocation partagée de la sexualité, à une fantasmatisation non coupable. Je fais le pari de penser ce texte peut encore jouer ce rôle, qu'il peut servir de tremplin, atténuant la violence des désirs de passage à l'acte, par un plaisir subjectivant qui est lié à ce dialogue joueur, curieux, car après tout c'est quand même un dialogue, et on peut enclencher des paroles de discussion autour de ce dialogue. Je note simplement aujourd'hui, sans rien en dire parce que je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas d'idée plus que ça, si vous voulez, qu'on est en train d'assister à une revalorisation de la virginité. Donc, comment parler à des adolescents ou à des adolescentes qui appartiennent à des traditions culturelles, éventuellement, où la virginité serait valorisée, la sexualité surveillée par l'ordre des familles et des groupes sociaux? Est-ce que vraiment l'obligation de fixer sur ce texte le mot culture du viol, n'est pas perdre le bénéfice possible d'un texte pareil qui permet de flotter et de chercher à plusieurs, en jetant des ponts, sans faire intrusion brutale, en projetant sur les vies une normativité privée des points de contact avec la complexité des vécus réels. Alors, il est 15h16, je vais essayer de très vite en arriver à mes éléments de conclusion. Mes deux exemples me paraissent tous deux montrer quelque chose d'important à propos du contexte.
L'argumentaire du séminaire évoque le contexte d'énonciation et l'analyse des discours. Mais la littérature, peut-être plus qu'un autre discours, ou que tout autre discours, quoique, montre qu'il est difficile d'arrêter un contexte d'énonciation ou de définir la littérature par un contexte d'énonciation. Bien sûr, vous me direz, l'ironie, c'était un peu facile, vous avez un discours cité, un discours citant, d'accord. Mais peut-être que tout discours littéraire, plus que n'importe quel autre, citant, ce qui signifie que le moment de l'énonciation n'est pas, en fait, ne date pas nécessairement le texte en question. Qu'il y a toujours une sorte de décalage, de différence, de différé interne à ces textes littéraires et que c'est la raison pour laquelle ils peuvent continuer à faire de l'effet. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils continuent de fait? Le texte de Montesquieu, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il continue peut-être de fait à faire du tort, au sens de Lyotard, parce que, au lieu de réouvrir, d'ouvrir le différent, il recouvre un jeu de langage par un autre. Je suis en train de ne plus suivre mes notes, mais c'est beaucoup mieux. Donc, je répète ce que je disais, le texte de Montesquieu, à mes yeux, encapsule ou encrypte un passé qui n'est pas séparable du présent. Et si aujourd'hui je devais le présenter à des étudiants, je ne commencerai pas par l'ironie. Je ne commencerai certainement pas par essayer de leur expliquer l'ironie, mais je commencerai par attirer leur attention sur le fait que ce « nous », il existe peut-être dans des imaginaires, par exemple ceux du grand remplacement, mais qu'il suffirait d'ouvrir les yeux et de regarder autour de soi et de voir que ce « nous », eux, ne correspond à rien et que d'une certaine manière, il nous outrage tous et qu'il n'y a... Et ça pourrait être intéressant, d'ailleurs, c'est toujours intéressant à mon avis, de se dire qu'il n'y a pas de « nous » clair, qu'on ne sait jamais très bien ce qu'on dit. Quand on dit « nous », c'est très compliqué de dire « nous ». C'est peut-être même le seul reproche que je ferais à votre argumentaire, c'est le « nous » final. Qu'est-ce qu'un « nous » et moi, j'ai peu à peu... j'ai appris peu à peu, quand je dis nous, je dis toujours nous, 1000 guillemets. Bon, quel va être le nous? Il peut bouger au cours d'un discours. Là, je suis sûre que même le nous que j'ai dit, embarqué, dangereusement embarqué par le nous de Montesquieu, il a dû parfois bouger de façon pas forcément très maîtrisée de ma part. Alors j'avais dit que je voulais revenir à la raison pour laquelle il semble que je ne me sois pas tout à fait située de la même manière, si je puis dire, à l'égard du texte de Montesquieu et à l'égard du texte de Chénier. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pas située de la même manière, si l'on admet qu'il y a quelque chose comme une parole de dominé d'un côté, qui accuse un texte supposé dominant de l'autre. J'aurais à ce moment-là traité le texte dominant pas de la même manière quand c'est Montesquieu et quand c'est Chénier. Bon. Toutes sortes de réponses peuvent être objectées, mais de l'ordre du savoir, il ne s'agit pas des mêmes textes, des mêmes genres, etc. Je voudrais simplement dire que c'est que ces deux textes ne me situent pas de la même manière. Et ils ne me situent pas de la même manière, pas simplement parce que dans un cas je suis une femme et dans l'autre cas je suis une femme blanche, mais parce que celui de Montesquieu rend rigide l'opposition nous-eux, alors que celui de Chénier est un dialogue fictif où il y a en plus un troisième personnage, appelons ça un personnage, qui est le poème lui-même. Et dans mon livre, j'ai beaucoup analysé le vers, je crois, 76, c'est ce bois qui de joie et s'agite et murmure, qui est pour moi ce qui se passe d'érotiquement heureux dans le texte lui-même, dans sa textualité, qui, d'une certaine manière, alors
c'est subjectif ce que je vais dire, c'est une textualité que je ne peux pas rapporter à une position de violeur. À part ça, c'est pas un texte que je trouve fascinant. Et je voudrais simplement conclure aussi, alors donc finalement je ne vais pas parler tellement de la transitionnalité. Que faire de ces textes aujourd'hui ? J'ai envie de dire que dans un contexte d'enseignement, personnellement je trouvais ça logique de les éviter, tous les deux, parce que les faire jouer dans l'ordre de ce que j'appelle la transitionnalité est vraiment trop acrobatique. Et je pense qu'il faut se méfier de ses propres forces, enfin de ses propres faiblesses plutôt, en tant que quelqu'un qui commente. Ce que j'appelle transitionnalité, je pourrais dire que c'est ce qui va permettre de défiger les contextes, de défiger tout contexte, c'est-à-dire de pouvoir entendre ce qui est de l'ordre du différent dans tout contexte de production des textes, de manière à entendre dans le contexte où l'on se situe, que on court toujours le risque de se figer, soit de se figer sur une identité, un nous particulier, soit de figer la situation actuelle, l'actualité dans laquelle on est. Là, je sais plus, j'espère que je reste encore un peu clair. Et dans la discussion, si vous voulez, on reviendra sur la transitionnalité, mais je vais arrêter là pour qu'on puisse discuter largement. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Alors je retiens le problème du nous dans notre argumentaire, je vais le relire et je pense d'ailleurs que là le nous va être Laurent et moi, mais c'est surtout moi mea culpa. Dans l'écriture du texte, je pense qu'il y a aussi des points aveugles, effectivement, dans l'écriture de notre argumentaire. Je me demande si je rends hommage à ceux qui avaient réagi à cet argumentaire. Il y a peut-être des remarques, je pense par exemple à Gauthier qui avait fait des remarques, qui mettait un peu en question, un peu dans ce sens-là, le peut-être nous-eux qu'on n'avait pas suffisamment vu, ou le qu'est-ce que le nous qu'on n'avait pas suffisamment vu dans notre propre argumentaire. Donc c'est effectivement, merci d'attirer... C'est ultra compliqué. Hein. Notre attention. Je le dis parce que je trouve parce que moi maintenant j'ai acquis une sorte de vigilance extrême à cet égard-là, mais je trouve ça, on n'arrête pas de tomber dans l'envie de dire un nous, parce que d'abord on aurait envie qu'il existe un peu de façon un peu fluide et heureuse. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on... Le problème du nous heureux, c'est comment ce nous heureux va réagir quand d'évidence ça va pas marcher. On va très vite dire nous eux, ou on va très vite retomber sur la logique ami-ennemi. Bon, voilà, un des buts de ce que je fais, c'est d'essayer de reculer le plus loin possible, le plus tard possible, le moment qui existe dans l'histoire régulièrement, où on ne peut pas s'en sortir autrement qu'en disant de qui on est les amis et donc qui sont nos ennemis. Et il faudrait que ça n'arrive jamais que le moins possible, pour pouvoir le plus vite possible se souvenir qu'il y a une autre manière de penser que selon la logique ami-ennemi. C'est une autre manière de parler de la transitionnalité. On va faire une petite pause comme d'usage, il y a du café, etc. Enfin, vous savez. Et puis on reprend d'ici un bon quart d'heure pour la discussion.